Le métaverse, on en entend parler partout, n'est-ce pas? C'est ce concept qui promet de tout révolutionner, notre façon de travailler, de jouer, d'interagir. Mais voilà, alors qu'on se précipite pour construire ce nouvel univers numérique, il y a une question vraiment cruciale qui se pose. Et cette question, figurez-vous que la science-fiction l'explore depuis des dizaines d'années. Au fond, c'est simple. Est-ce qu'on est en train de construire une utopie, un monde plus ouvert, plus créatif? Ou alors, est-ce qu'on fonce tout droit vers une dystopie, une sorte de prison numérique contrôlée par quelques géants de la tech? C'est vraiment ça la tension qui est au cœur de tout le projet aujourd'hui. Et pour essayer d'y voir plus clair, on a une ressource incroyable à notre disposition. Des décennies de recherche et développement, mais pas dans des labos, non, dans les pages de nos livres et sur nos écrans. Parce que la science-fiction, ce n'est pas juste du divertissement, loin de là. C'est en fait une source absolument essentielle de réflexion éthique sur notre avenir. Alors, allons-y. Le meilleur moyen de voir la science-fiction, c'est de l'imaginer comme un immense laboratoire moral, ou si vous préférez, une collection de manuels d'avertissement, des à ne surtout pas faire, écrits spécialement pour les créateurs d'aujourd'hui. Réfléchissez-y une seconde. Le mot même, métavers, il ne sort pas d'un brainstorming dans la Silicon Valley. Non, il vient d'un roman de Neil Stephenson, Le samouraï virtuel, qui date de 1992. La fiction a, en quelque sorte, crash-testé ces concepts bien avant que la technologie elle-même ne soit là. Et ça nous amène à cette idée vraiment intéressante de négativité critique, un concept du critique Frederick Jameson. En gros, ça explique pourquoi tant d'œuvres de science-fiction sont, plutôt sombres, dystopiques. Le but, ce n'est pas de nous faire peur pour qu'on rejette la technologie en bloc, non, pas du tout. L'idée, c'est de nous forcer à réfléchir aux problèmes éthiques avant qu'il ne soit trop tard. Et cette bibliothèque d'avertissements, croyez-moi, elle est bien remplie. D'ailleurs, regardons ensemble quelques exemples très concrets des œuvres cultes qui ont posé les bases des débats qu'on a aujourd'hui. Prenez le samouraï virtuel de 1992, il soulève déjà la question des virus neurologiques. Flippant, non? Ensuite, évidemment, Matrix, en 1999, est-ce qu'une simulation parfaite est une vie acceptable? Et plus récemment, Ready Player One, qui met le doigt sur la question. À qui appartient le métavers? Aux entreprises ou aux gens? Toutes ces questions qui semblaient purement fictives sont aujourd'hui au cœur des réunions chez les développeurs. Et quand on prend un peu de recul, on voit que ce sont toujours les mêmes grands thèmes qui reviennent. D'abord, la politique du pouvoir. Qui contrôle cet espace? Ensuite, les droits des IA. Est-ce que des êtres artificiels ont des droits? Il y a aussi l'éthique de l'usage. Est-ce qu'on peut tout y faire, comme de la guerre ou du commerce sans limite? Et enfin, la question de la réalité. Que se passe-t-il si le virtuel devient meilleur que le réel? C'est une vraie checklist des pièges à éviter. Et attention, il ne faut pas croire que ces histoires restent juste dans les livres ou les films. Non, elles ont un impact bien réel, un impact tangible qui influence aussi bien le grand public que les investisseurs. En fait, le fait que tout le monde connaisse ces histoires dystopiques, ça explique pas mal de choses sur ce qui s'est passé récemment sur le marché. On a eu une vague d'enthousiasme immense pour le métavers, puis un scepticisme généralisé tout aussi fort. Pourquoi? Eh bien, en partie parce que notre imaginaire collectif a déjà visité les pires versions possibles de cet avenir. J'aime bien cette analogie du simulateur de vol moral. C'est exactement ça. La science-fiction nous permet de faire cracher des technologies futures, mais dans un espace sûr, celui de la fiction. On peut se planter, voir les pires conséquences, pour apprendre ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ça nous aide, en quelque sorte, à mieux piloter l'innovation dans le monde réel. Bon, c'est bien beau tout ça, mais alors comment on fait pour construire un métavers qui ne se crache pas, justement? Eh bien, le choix fondamental se résume en fait à deux grands modèles, deux plans directeurs pour l'avenir qui se posent. D'un côté, on a ce qu'on peut appeler l'éthique protestante. C'est le moteur du capitalisme qu'on connaît. Le travail est un devoir, tout est basé sur la compétition, la hiérarchie, la propriété privée. Le but, c'est de prouver sa valeur. Et de l'autre côté, on a l'éthique hacker. Elle vient des débuts d'Internet. Là, la motivation, c'est la passion, la joie de créer. La structure, c'est la collaboration, le partage. La valeur clé, c'est le défi intellectuel. On passe d'un monde où il faut prouver sa valeur à un monde où l'on veut participer joyeusement. La différence est énorme, et c'est pour ça que beaucoup pensent que cette éthique hacker serait une base beaucoup plus saine pour le métavers de demain. Ok, choisir une éthique, c'est la première étape. Mais comment on s'assure qu'elle soit respectée par des millions, voire des milliards de personnes? C'est là qu'on tombe sur une idée, disons, beaucoup plus radicale. Et franchement, un peu dérangeante. Parce que le problème est gigantesque. Comment on fait pour modérer un monde virtuel qui pourrait être infini? Comment on évite qu'il ne devienne une zone de non-droit? Pire encore que ce qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux. Eh bien, une vieille idée de la science-fiction refait surface. Et si on créait une intelligence artificielle dont le seul but serait de faire respecter un code moral?
Une IA qui serait intégrée au cœur même du métavers pour surveiller tout ce qui s'y dit, tout ce qui s'y fait, et s'assurer que ça reste dans les clous d'une éthique définie à l'avance. Et comme je le disais, cette idée n'est pas nouvelle du tout. Elle vient, encore une fois, tout droit de la SF. En 1953, oui, 1953, un auteur du nom de Kendall Foster Crossen imaginait déjà un ordinateur d'évaluation de la moralité capable de repérer la moindre petite déviance à la norme sociale et de la traiter. Ça fait donc plus de 70 ans que cette idée d'automatiser la morale est dans l'air. Et c'est ce qui nous amène à la question finale, la plus vertigineuse de toutes. Est-ce que cette IA gendarme de l'éthique, c'est la clé pour enfin créer un monde parfait, une utopie numérique sans haine et sans conflit? Ou est-ce que c'est le chemin le plus court vers la prison parfaite, la dystopie ultime, un monde où le moindre écart, la moindre étincelle de créativité non conforme serait immédiatement éteint? Entre le monde parfait et la prison parfaite, la frontière est peut-être plus mince qu'on ne le pense.